Bien, bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer cette séance, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Pour témoigner de notre compassion face au décès tragique de notre collègue Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, dans le département du Var, qui nous a touchés par cette mort injuste et inacceptable. Rien ne peut justifier qu'un maire perde la vie alors qu'il fait son devoir, témoigne, comme l'a fait notre collègue, de son engagement au service de l'intérêt général jusqu'au prix de sa propre vie. Alors c'est vrai que nous vivons une période un peu particulière où aujourd'hui chacun peut s'adresser violemment à ses édiles et je trouve ça proprement scandaleux. J'ai moi-même subi un certain nombre d'affrontements pendant l'hiver où on m'a menacé d'aller attaquer ma maison et de me casser la figure. Je trouve qu'aujourd'hui on a dépassé des bornes et que ces bornes aujourd'hui remettent en cause, comme l'a dit Joël Giraud, remettent quelque part en cause notre République. Donc je vous demande une minute de silence pour notre collègue et je pense qu'on aura besoin d'un débat ultérieurement sur ces problématiques et comment éventuellement essayer de les résoudre. Je vous remercie. Alors, nous allons procéder à l'appel. Nicole Guérin. Présente. Aurélie Poyot. Oui. Francine Dardenne. Présente. Catherine Guigli. Oui. Fanny Bovetto. Présente. Maurice Dufour. Yvon Aiguier. Jacques Jalade. Gilles Martinez a donné pouvoir à moi-même. Marie Marcello. Marie, elle va arriver. René Pételet. Mohamed Jeffal. Claude Jiménez. Alain Prorel. Daphné Khalifa. Monsieur Millet. Brunet, Pascal Brunet. Marie-Hélène Ferraina. Marcel Sioupa a donné pouvoir, je crois. Oui, non? Il a donné pouvoir, Marcel? Marcel Sioupa. Oui, à Nicole, pardon. Oui, ah oui, tu vois. Alors. Marie arrive. Marie Marcello est arrivée. Alors, oui, je l'ai. Nicole Guérin. Manu Romain a donné pouvoir à Mohamed Jeffal. Mireille Fabre. Anne Rastello. Rémi Hollard. Éric Pétieux. Romain Grisca. Catherine Valdener. Bruno Monnier. Catherine Mulac. Alors, Catherine Mulac a donné pouvoir à Monsieur Monnier. Monsieur Alessandro Picatré, il arrive. Monsieur Marc Breuil, Émilie Armand, elle va venir, elle a donné pouvoir. Non? Sur papier libre. Oui. Ah, mais elle a donné pouvoir à vous-même, Monsieur Grisca. Monsieur Florian Dazin. Merci. Alors, ça, c'est fait. Ça aussi, ça aussi.
secrétaire. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? Alors, secrétaire de séance, M. Djeffal. Merci. Alors, compte rendu du Conseil municipal du 3 juillet 2019, est-ce qu'il appelle, selon vous, un certain nombre d'observations? Non. Personne. Mais aux voix. Contre. Abstention. Donc, le compte rendu est adopté à l'unanimité. Compte rendu des décisions du maire, il y en avait un certain nombre cette fois-ci. Je n'appelle pas de questions de votre part. Donc, je mets ce compte rendu aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Et je vous remercie. Alors, ceci étant... Alors, la délibération urbanisme nous demande d'approuver la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme pour le projet de reconversion du Fort des Têtes. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Fort des Têtes est classé en N et que donc rien ne peut s'y réaliser dans les conditions qui sont celles du PLU d'aujourd'hui. Que si demain, nous avions la volonté de modifier l'activité et le projet à la fois touristique, commercial sur ce territoire, il nous faut avoir un plan local d'urbanisme qui soit modifié. Alors, ce projet aujourd'hui, donc nous avons été sollicités par un porteur de projet privé, M. Picatré vient d'arriver, qui souhaite développer un projet ambitieux de reconversion du site. Ce projet doit faire revivre le site, lui donner un nouvel usage et apporter une valorisation sa situation. Ce projet prévoit la restauration des enceintes, des bâtiments existants, ainsi que la construction de plusieurs extensions. Ces différentes extensions ont reçu l'accord et de la DRAC et du service du patrimoine national. Et donc, si les choses se font, ne devrait pas poser de problème à ce niveau-là. Le programme de cette opération à vocation touristique permettra de réaliser des unités hôtelières et des services associés, ainsi qu'un certain nombre de logements. Il prévoit également la construction d'un parking privé enterré à proximité. Pour pouvoir donc réaliser ces différentes opérations, il nous faut faire passer la zone N en zone urbaine d'intérêt patrimonial, c'est-à-dire UPAT. Le Conseil municipal a décidé par la délibération du 31 janvier 2018, par 2 délibérations successives, d'engager une procédure associant la déclaration de projet pour déclarer d'intérêt général le projet de reconversion du site et ses projets connexes et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme nécessaire à la réalisation de ce projet. Donc, vu un certain nombre de points dont le plan local d'urbanisme approuvé le 14/4/2007, vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 13/05/2019, vu la réponse de la commune à l'autorité environnementale, vu la décision de Madame la présidente du tribunal administratif de Marseille qui a désigné Madame Vallat en qualité de commissaire enquêteur titulaire, vu l'arrêté du maire du 3/5/2019 qui met à l'enquête publique le dossier de déclaration de projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, vu les 60 observations formulées dans les différents registres, les 23 rendez-vous réalisés par le commissaire enquêteur pendant la durée de l'enquête, du 27 mai au 27 juin inclus, vu le procès-verbal de synthèse des observations du commissaire enquêteur communiqué à la commune le 4/7/2019, vu les réponses apportées à la commune par la commune
le 17/7/2019, vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 23/7/2019, considérant les conclusions motivées et l'avis favorable du commissaire enquêteur, considérant qu'il ressort du dossier de l'enquête publique à laquelle il a été soumis que le projet de reconversion du Fort des Têtes et de réalisation d'un parking enterré de proximité présente clairement un intérêt général, considérant que pour en permettre la réalisation, il convient de mettre le PLU en compatibilité aux moyens des modifications qui ont été soumises à l'enquête publique. Il est proposé de compléter l'article UPAT 15 qui concerne la prise en compte de l'environnement dans le règlement de la zone dédiée au projet. En ce qui concerne le projet de liaison câblée, afin de réduire l'impact de la liaison câblée prévue pour desservir le site, les prescriptions suivantes seront respectées. Aucun pylône ne sera installé. Le projet ne devra générer aucun défrichement, ni de coupe blanc dans les gorges de la Durance. Alors je rappelle qu'il s'agit d'une prescription, puisque pour l'instant, il n'y a pas de permis de construire de déposer concernant cette structure. Considérant que conformément à la recommandation numéro 4 de l'autorité environnementale, il est proposé de compléter l'article UPAT 12, stationnement dans le règlement de la zone dédiée au projet tel que suivant. En ce qui concerne le projet de parking enterré, aucun parking ne sera prévu en surface. Le parking enterré sera recouvert de terre végétale, végétalisée, à base de semences d'origine locale et adaptée à la végétation présente sur le site. Considérant les observations du public lors de l'enquête publique, il est également proposé d'ajouter le parking enterré, comprendra un minimum de 200 places de stationnement pour les véhicules légers. Considérant les recommandations numéro 2 du commissaire enquêteur, le terme de enterré a été substitué au terme couvert. Considérant que le dossier de mise en compatibilité avec le projet soumis à enquête publique tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à l'article R 153-15 du Code de l'urbanisme, ceci exposé, il est proposé au conseil municipal de déclarer d'intérêt général le projet de reconversion du Fort des Têtes et de réalisation d'un parking enterré de proximité, d'approuver la mise en compatibilité du plan d'urbanisme tel qu'annexé à la présente délibération, de préciser que le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité sera tenu à la disposition du public au service de l'urbanisme, 2 places du Champ de Mars au jour et heure d'ouverture habituelle du service, de préciser que conformément aux articles R 153-30 et R 53-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois. Une mention en caractère apparent sera insérée dans un journal diffusé dans le département. De préciser que la présente délibération accompagnée du dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU approuvé sera transmise en préfecture au titre du contrôle de légalité. De préciser que la présente délibération produira ses effets juridiques dans un délai d'1 mois suivant sa réception par la préfète, si celle-ci n'a notifié aucune modification à apporter au dossier ou dans le cas contraire à compter de la prise en compte de ces modifications. Donc après accomplissement de cette dernière des mesures de publicité, il faut m'autoriser, ou en cas d'empêchement, un conseiller ou un adjoint à signer au nom et pour le compte de la commune toute pièce de nature ou administrative, technique, financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Alors, vous avez tous eu ce document de 300 pages, je crois, qui relate tous les éléments à la fois de l'enquête et qui concernant le projet. Et donc, je vous laisse la parole, Madame Valdener. Oui, c'est tout à fait logique, la création de ce zonage UPAT pour réaliser un projet qu'on a déjà voté 2 fois, vu l'intérêt touristique et économique qu'il représente. Ce vote permet en plus la réalisation du parking enterré et du téléporté. Merci en tout cas de nous avoir donné effectivement ce document de 300 pages.
On n'avait pas eu autant de descriptifs du projet, alors que ça fait quand même 2 ans que c'est à l'étude. Un document complet, mais qui quand même induit un certain nombre d'interrogations importantes. Alors vous l'avez dit, au départ c'était donc 2 hôtels, un 4 étoiles, un 5 étoiles. Il y a eu des déclarations qui ont été faites que c'était plus ça. Je suis étonnée que ce soit pas dans le document, puisque maintenant c'est 57 suites. Après il y a le restaurant, centre de congrès, commerce, etc. Moi, je me pose quand même une question. Comment est-il possible, alors qu'on en parle depuis 2 ans, qu'il y a un certain nombre de réunions, qu'il n'y ait pas eu d'opérateur qui soit pressenti sur ce projet et qu'il n'y ait aucun business plan? Je n'arrive pas à comprendre que personne ne soit intéressé par un projet de cette envergure. Voilà. Le téléporté est exigé par la ville. Il y a maintenant rajouté donc un parking au Champ de Mars avec reconstruction du bolodrome, donc ça c'est encore des coûts supplémentaires. Et on en a parlé à la commission, il n'y a pas d'héliport, alors que pourtant j'ai retrouvé une déclaration le 16 février 2018 où Ludovic Arnaud parlait d'un héliport. En termes d'environnement, il y a d'énormes exigences, vous l'avez dit. Je donnerai un seul exemple pour pas être exhaustive, mais enfin les combles aménagés pour les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris avec des chiens assis, ça doit quand même engendrer un surcoût certain. Et puis alors moi je m'interroge aussi sur les balises anti-fauves sur le câble du téléporté, parce que blanc et rouge, c'est pas particulièrement discret quand même. On met pas de pylône, mais tous les 10 mètres, ça va quand même se voir pas mal. Alors peut-être le plus problématique, c'est le montage financier. La crédibilité de l'investisseur, on avait posé un certain nombre de questions quand il y a eu une réunion publique en février 2018, et globalement les réponses n'étaient pas tout à fait satisfaisantes, sachant que Monsieur Arnaud nous a expliqué qu'il avait réhabilité un château dans la Loire, mais on n'a jamais pu savoir lequel. Là, on est quand même sur un projet de 75 millions, donc je veux dire c'est du lourd. C'est étonnant. Après, Ludovic Arnaud a aussi expliqué qu'il avait rejeté les gros investisseurs, Bouygues, Vinci, Eiffage, etc. Alors, moi, je me demande quand même pourquoi. Et ils sont trop dans le milieu des affaires, c'est quand même un peu étonnant quand on veut réunir une somme pareille. Alors, on parle de l'éthique des investisseurs. Il faut restaurer, protéger le monument avec 3 priorités: sécurité, défiscalisation et rendement. Alors on promet un rendement de 5 à 9%. Je veux dire, c'est fantastique. Voilà, ça me paraît étonnant. J'ai lu en commission une phrase, parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'essayer de comprendre ça. En outre, c'est par rapport à la présentation du projet pour le montage financier. En outre, compte tenu de la démesure des frais d'entretien et de conservation, la société Next Finial Partner a fait le choix du démembrement du droit de propriété qui permet d'optimiser l'investissement financier et la défiscalisation. Les charges financières seront ainsi réparties respectivement aux nus propriétaires et à l'usufruitier en fonction de leurs objectifs réciproques. Alors c'est particulièrement opaque, et ça veut quand même dire que les investisseurs, ils s'engagent à payer la restauration des lieux. Ça veut quand même dire l'État, je crois, a mis 5 millions en 10 ans. Donc c'est pas un engagement neutre, et ça m'interpelle quand même. Ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'en février 2018, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, Monsieur Ludovic Arnaud nous a dit qu'il avait réuni que la moitié de la somme. La somme qui est passée de 60 millions à 80 millions. C'est un petit delta qui n'est pas neutre non plus. Ça m'interpelle aussi. Et il a dit en septembre 2018, donc un peu plus tard, tout ça, tout le monde peut consulter les médias par rapport à ça. Il a dit: je ne cherche pas à continuer à lever des fonds avant d'avancer dans le projet. Quand on a besoin de réunir une somme pareille, je pense qu'on est quand même à l'affût de récolter des fonds. Alors, en fin de dossier, heureusement, la mairie a mis des clauses suspensives. Il faut un engagement de Next Financial Partner à apporter une garantie financière et à apporter un plan détaillé du financement. Mais pour moi, je pense que ça, c'était un préalable au projet. Parce que,
en fin de parcours, et il aurait peut-être été intéressant de savoir si ce monsieur avait vraiment une solvabilité à la hauteur de ses ambitions. Parce qu'on demande quand même, au détour d'une phrase, 800 000 € d'avance au département pour faire les réseaux. Donc tout ça, les montages financiers sont un petit peu compliqués. Bon, l'enquête publique, vous en avez parlé, elle a été validée par le commissaire enquêteur. Il y a quand même beaucoup d'opposition, hein, et 2 tiers d'opposants, sans aucun lobbying politique, je le rajoute, on en a parlé en commission. Ça veut quand même dire que les gens, ils se posent des questions, et moi je m'en pose aussi quand on parle des parkings, mais les parkings, le montage, c'est les gens gardent leur voiture au champ de tir et après ils montent au fort avec des véhicules électriques ou des chevaux ou des carrioles ou des traîneaux. Bon, je veux dire, tout Briançonnais peut imaginer ça au milieu de l'hiver et penser que c'est peut-être un petit peu surréaliste. Alors quant à la vente, le montage, bon, il est clair puisque c'est l'achat de la ville pour 1 euro au ministère de l'Armée, enfin à l'État, pour revendre à Ludovic Arnault à la hauteur du financement des réseaux. Financement des réseaux, vous avez évalué 1,8 million à 2 millions. Alors moi j'aimerais être sûr que ça dépasse pas cette somme-là. Parce qu'il y a quand même, on en a parlé, les exigences de la dépollution, apparemment, c'est pas réalisé. La réalisation câblée, il n'y a jamais eu un élément financier là-dessus. Donc, ça me paraît compliqué. Il n'y a pas, aujourd'hui, et vous l'avez dit, ce qui est le plus inquiétant, parce que quand on voit l'antériorité du projet, il n'y a pas aujourd'hui de demande de signature de compromis. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, alors que le permis est à l'instruction depuis 3 mois. Bon, on sait que les promoteurs, en général, ils achètent quand ils obtiennent le permis, mais là, il n'y a pas de demande de compromis. Donc c'est quand même de grosses interrogations. Et vous l'avez dit, vous devenez dubitatif sur ce projet. Je réemploie le terme que vous avez employé il y a 2 jours. Alors il y a eu beaucoup d'annonces enthousiasme là-dessus, mais quand même quelque peu erronées. Hein, le Ludovic Arnault, 99% de chances que le projet aboutisse. Ben, bien sûr, hein, avec à la clé de dire j'ai aussi un projet sur le Rondouillet et puis sur le Fort Dauphin. Et vous avez finalisé en disant c'est osé, mais ils en ont les moyens. Alors moi j'aimerais que vous en soyez sûr qu'ils en aient les moyens. J'aimerais que vous en soyez sûr. Il y a aussi une autre chose qui m'interpelle, c'est la déclaration de l'architecte des bâtiments de France, Gabor Mester de Parage, voilà, très joli nom, n'est-ce pas? Voilà, qui a fait une intervention un jour en disant non, c'est mon agence libérale de Paris, c'est-à-dire à titre privé, qui a fait l'expertise. Donc c'est pas la compétence de l'État. Oui, non, mais c'est quand même 2 choses différentes. Voilà. Alors moi d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais quand même savoir si ce monsieur qui a quand même engagé de grosses études, longues, difficiles, pertinentes, est-ce qu'il a été payé ce monsieur? Parce que ce serait quand même intéressant, ça permettrait d'avoir peut-être une idée sur le futur des choses. Voilà. Alors, il y a aussi, quand je parlais tout à l'heure du coût des réseaux, on en a parlé aussi, c'est l'histoire de l'alimentation de l'eau, qui est quand même fortement compliquée, on le sait au Fort des Têtes. Et si, par hasard, il faut refaire un réservoir comme ça risque de devoir se faire, ça va très largement augmenter la facture. Alors moi je trouve, Monsieur From, que vous avez engagé votre responsabilité lors de toutes ces déclarations médiatiques et que quelque part, vous avez cautionné un projet qui est aujourd'hui, on le découvre peut-être, légèrement aléatoire. Alors c'est grave parce que vous avez forcément influencé les investisseurs et j'aimerais savoir ce qu'ils pensent aujourd'hui, ces investisseurs. Alors vous dites que vous êtes dubitatif, eux, est-ce qu'ils sont dubitatifs? Alors moi j'attends des réponses à toutes ces questions. Et puis, même si, je veux dire, c'est logique de voter cette délibération, je m'abstiendrai pour signifier mon manque de confiance dans ce projet que vous avez soutenu, à mon sens, sans les garanties nécessaires.
réponse. Donc, moi je veux bien qu'on joue ce petit jeu, mais on peut l'éviter. Hein. On peut éviter de perdre du temps. Voilà. Non, mais c'est toujours intéressant. Mais conserver. Mais moi, ce que je vous demande, c'est pas de ne pas prendre la parole aujourd'hui, c'est de m'avoir fait plancher il y a 2 jours sur cette question avec les mêmes questions. Donc, je vais vous apporter les mêmes réponses. Parce que vous les connaissez. Je ne peux pas beaucoup varier sur cette affaire. Je voudrais surtout dire, quand même, rappeler des choses. Parce que quand on parle d'investissement, qu'on se situe un petit peu sur les volumes de ce que ça représente. L'hôpital. L'extension de Rhône-Azur, combien a-t-elle coûté? 23 millions. Ça n'a gêné personne, ces sommes faramineuses. Aujourd'hui, il y a un projet à Villeneuve-la-Salle qui s'appelle la Folie Douce. Combien? 60 millions. Ça n'émeut personne, parce que c'est sur Villeneuve. Oui. Non mais. Alors, moi, vous me dites 2 ans d'études. Oui, 2 ans d'études. Pour un sujet comme celui-ci, je pense même que ça en a mérité plus, parce que c'est pas 2 ans sur lequel nous travaillons, c'est plus de 3 ans. 3 ans et demi bientôt. Alors, le permis de construire, il vient d'être déposé, que vous pouvez consulter d'ailleurs. Vous pouvez le consulter aujourd'hui. Et il n'est pas terminé, mais vous pouvez quand même le consulter. Aujourd'hui, l'opérateur pressenti, mais il n'y en a pas 50 d'opérateurs pressentis. Il y a la société Next. Moi, j'en connais pas d'autres. Alors, quand je suis arrivé à la mairie, il y avait un autre projet qui traînait, qui a d'ailleurs coûté rien qu'en études, mais ça vous a pas ému. 70 000 euros. 70 000 euros pour quelqu'un qui, d'ailleurs, dans sa besace, avait un tunnel sous le détroit de Gibraltar, et puis quelques autres facéties du même genre. 70 000 euros. Nous, aujourd'hui, que les choses soient claires, nous n'avons pas dépensé un centime. Nous avons dépensé de l'énergie, nous avons dépensé un certain nombre de questionnements, parce qu'effectivement, nous nous posons des questions. Nous avons interrogé le ministère des Finances, le ministère du Budget, la DRAC, les services des monuments historiques, j'en passe, et des meilleurs, pour essayer effectivement d'avoir des certitudes, et à défaut de certitudes, d'avoir des éléments de réponse, et puis un minimum de confiance. Alors, quand vous dites que je suis dubitatif, effectivement, là, depuis certain temps, je suis dubitatif, parce que autant j'ai rencontré un homme pressé pendant un certain temps, et autant aujourd'hui, je n'ai plus l'impression que la presse soit du même niveau. Voilà. Mais moi, madame, je n'y peux strictement rien. J'ai tout fait avec nos avocats pour pouvoir se garantir dans le cadre d'un compromis. Vous parlez tout à l'heure de la dépollution. La dépollution, c'est pas la mairie qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. C'est dans le projet. Et vous le savez. Alors pourquoi vous dites le contraire tout à l'heure? C'est ça qui est pénible avec vous. Alors, aujourd'hui, vous me parlez du boulodrome, vous me parlez du téléphérique. Téléphérique, pour l'instant, il n'en est pas question dans le cadre du PLU. Simplement, il est simplement dit qu'une possibilité existe. Le permis de construire n'a pas été posé. Et je le répète, je l'ai mis comme une condition sine qua non à la réalisation de la chose. Donc, tant qu'il n'y aura pas de permis de construire pour un téléphérique qui réponde à la norme UPAT, je ne sais plus laquelle, 12, enfin bon, un des nombreuses UPAT puisqu'il y en a 15. Voilà. Enfin, il y a cette question dedans. Donc, aujourd'hui, pour moi, la question ne se pose pas à ce niveau-là. L'histoire du boulodrome, le boulodrome, il fait partie du projet, puisque le boulodrome, il sera situé à l'endroit même où aujourd'hui on va construire, si on le fait, le téléporteur. Donc, il est prévu que le boulodrome soit restitué comme il est aujourd'hui. Alors, vous me posez aussi la question de l'héliport. L'héliport, Monsieur Arnaud a le droit de dire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il n'est pas question, dans les différentes UPAT qu'on a eues, je n'ai pas lu en tout cas, d'héliport ou de projet d'héliport, et donc aujourd'hui, il n'est pas question d'héliport. Voilà. Si un jour, M. Arnaud, quand il aura réalisé son opération, souhaite faire un héliport, c'est pas d'ailleurs nous qui accorderons quelque chose à ce niveau-là. Il y a des organismes d'État qui sont en charge de ces choses-là. Et je pense que l'héliport soulèverait beaucoup de problématiques locales. Donc je pense que pour l'instant, il n'y en a pas question. Alors,
Quant à la crédibilité de l'investisseur, la crédibilité de l'investisseur, comme je vous le disais précédemment, il y a des banquiers qui sont passés, il y a la Banque européenne d'investissement qui est passée, qui a analysé la situation, il y a le ministère, comme je l'ai dit tout à l'heure, du budget et des finances, qui ont analysé la situation, qui ont des outils qui leur permettent d'investiguer pour savoir si oui ou non on est face à des escrocs ou si on est face à des rigolos ou si on est face à des gens sérieux. Apparemment, jusqu'à présent, la réponse a été positive. Alors, sur la restauration des lieux, bien sûr, c'est une des choses qui a été demandée par la DRAC, un engagement formel qui sera dans l'acte notarié, comme quoi les deux sociétés, puisqu'il s'agit de deux SCI, une usufruitière et une nue propriétaire, seront dans l'obligation de faire de la restauration sur un schéma qui sera défini avec la DRAC. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la DRAC et ça a été écrit. Sur le problème aujourd'hui des 800 000 euros. Qu'est-ce que c'est que ces 800 000 euros? Ces 800 000 euros que vous avez été chercher, je ne sais où, c'est simplement à un moment, Monsieur Arnaud, qui était pressé de voir avancer les choses et qui m'avait dit « j'aimerais bien que vous commenciez les travaux ». J'ai dit « de toute façon, je ne commencerai pas les travaux tant que je n'aurai pas la certitude que le compromis soit acquis. Et surtout, en plus, pour l'instant, je n'ai rien inscrit à mon budget. » Et il m'a dit, si vous voulez, je vais demander à la région ou au département s'ils peuvent vous avancer. La région, d'un geste léger, a écarté la question. Et le département a dit, si la ville de Briançon a besoin d'une avance de 800 000 euros, et que le maire nous le demande, on lui accordera. Voilà, c'est tout. Donc il y a rien d'autre. Il ne faut pas bâtir des modèles d'action à ce niveau-là. Il y a simplement, à un moment, si on avait dû anticiper, mais on n'y est pas là, puisque la demande de compromis, comme vous l'avez souligné, aujourd'hui, n'a pas été formulée de manière claire, et l'achat, donc derrière, parce que qui dit compromis, dit surtout préalablement l'achat par la ville de Briançon du Fort des Têtes pour un euro symbolique. Euro qui n'a de symbolique que le nom, puisque ça fera, je vous le rappelle, comme pour Berwick Écolo, enfin Berwick en tout cas, où ça nous a coûté quand même pas loin de 100 000 euros avec les frais de notaire et autres. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi tout ça. Alors, la dépollution, j'en ai parlé, le câble, j'en ai parlé. Moi, je pense que j'ai répondu globalement à toutes vos interrogations. Très honnêtement, moi, je ne suis pas dans le procès d'intention. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a un patrimoine. Et que ce patrimoine, aujourd'hui, il est en train de partir à volo. Que nous avons investi depuis 10 ans environ 20 millions. 20 millions, quand je dis nous, c'est la région, c'est le département, c'est l'État, et c'est la ville pour environ 10% des 20 millions, c'est-à-dire 2 millions. C'est pas négligeable, 2 millions. Et aujourd'hui, on voit que tout s'accélère, que les fortifications continuent à tomber de droite et à gauche. Quand vous passez la porte d'Embrun, si vous avez la curiosité de regarder dans les remparts, vous verrez qu'il y a une partie des remparts qui est tombée. Et donc, cette partie des remparts qui est tombée, elle a une signification. Et donc, ça va suivre derrière. Donc là, rien que sur les fortifications de Briançon, on a du boulot pour plusieurs années. Et je regrette, une fois de plus, que d'ailleurs, ça ne soit pas des entreprises locales qui puissent le faire. Mais ça, je me répète une fois de plus. Alors, ce patrimoine, aujourd'hui, ne doit pas simplement être sacralisé pour être sacralisé. Vauban, on a le plus beau site de Vauban. Randouillet, Fort des Têtes, Fort Dauphin, Fort des Salettes, Communication Y, j'en passe et des meilleurs, on a les meilleurs du monde. Sauf que les meilleurs du monde, ça coûte, et que aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que ce site il soit aussi habité. Alors, du temps de l'armée, il l'a été. Habité et dégradé. Mais il était habité. Et aujourd'hui, il n'est ni habité, ni utilisé. Voilà. Alors il sert en ce moment à quelques opérations de visite patrimoniale, il sert éventuellement à des spectacles organisés, heureusement d'ailleurs, par Fort en Fête, mais en dehors de ça, je veux dire, aujourd'hui... Alors j'engage à voir le premier bâtiment, d'aller le visiter à l'intérieur, le premier, celui qui est le plus proche ici, et puis de voir l'état de la charpente. Je ne lui donne pas 2 hivers,
pour qu'on la retrouve en bas. Alors, j'étais déjà intervenu avec Madame Prime, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui était Madame Prime, c'est une préfète qui est passée il y a 7-8 ans à peu près, qui avait accepté de mettre de l'argent pour renforcer les poutres qui menaçaient de s'effondrer. Sauf que c'était qu'un renfort et qu'aujourd'hui, tout va descendre un de ces jours. Alors, on peut, comme je l'avais proposé au réseau Vauban, parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, nous sommes inscrits au patrimoine de l'UNESCO via le réseau Vauban. M. Dazin nous quitte. Et il a donné pouvoir. Merci, M. Dazin. Et donc, où en étais-je, moi? Voilà, c'est le réseau Vauban qui est inscrit à l'UNESCO, et que si demain, pour des raisons X, Y, Z, la ville ne pouvait plus subvenir à la remise en état des forts, eh ben c'est tout le réseau Vauban qui s'écroulerait et qui perdrait son label. Donc, aujourd'hui, nous faisons l'effort, c'est un effort important, moi j'ai accepté, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le caractère sacré de la chose, à un moment, il faut lui donner une valeur. Que serait aujourd'hui la pyramide du Louvre si dessous il n'y avait pas toutes les structures d'exposition, que serait un certain nombre de bâtiments s'ils étaient vides et simplement livrés à être regardés de l'extérieur? Je veux dire, ça n'aurait strictement aucun sens. Alors, pour en terminer avec ces questions, M. Master de Parage est un architecte, qui est un architecte des monuments historiques, et qui, à côté de ça, a un cabinet. Voilà. Et en quoi ça vous choque? En quoi ça vous choque? Monsieur Trubert, mais qu'est-ce qui a été dit? Il n'a rien été dit du tout. Mais qui a dit ça? Ben, recherchez-le, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, parce que là... Mais il n'a jamais été question. C'est comme M. Trubert, qui intervient à Briançon dans le cadre comment ça s'appelle, de la DRAC. Non, il intervient dans quel cadre, Trubert? Ah ben, Trubert, lui, oui, il intervient dans le cadre de la DRAC. Lui, Trubert, oui, lui, il est missionné par la DRAC et le patrimoine, parce qu'on est une cité fortifiée. Mais vous savez combien il touche? Il prend 12%. Ben oui, ben alors, pourquoi vous dites des choses comme ça? Lui, il est désigné, il a inscrit comme architecte des monuments historiques, mais il n'empêche que sur chaque opération, il travaille pour son propre compte. Et il touche 12% de toutes les opérations qui sont menées à Briançon. Donc 12% de 20 millions, d'ailleurs, je ne sais pas si vous calculez, c'est quand même une position assez sympathique. Hein? Voilà. Monsieur From, vous prêchez une convaincue dans le sens où j'ai déjà voté 2 fois pour faire ce projet qui nous faisait rêver, mais j'ai un certain nombre d'interrogations sur le montage, parce que c'est quand même pas très concret et il y a un peu des choses curieuses. Alors, voilà, c'est tout. Maintenant, on est d'accord sur le fond. Il n'y a qu'un point sur lequel je vous ai pas répondu, c'est le montant de la vente annexe si cette vente se fait. On avait estimé entre 1,8 million et 2 millions. Effectivement, sur la base des études faites par nos services. C'est vrai que le distinguo, il va se faire si on fait un deuxième réservoir à Font-Christiane ou si on pompe directement l'eau sur le Fort des Têtes. Alors, le problème, il est simple. Si on pompe pour le Fort des Têtes, ça ne donnera une alimentation que pour les Forts des Têtes. Si on a la possibilité un jour d'avoir un usage pour le fort du Randouillet, qui alors lui se dégrade à la vitesse très très grand V, allez voir un peu. Hein. Si effectivement on a un projet sur le fort des Têtes, sur le fort Dauphin, ben à ce moment-là il faudra effectivement créer un réservoir de 500 mètres cubes ou 200 mètres cubes, je ne sais pas exactement, et ça aura un coût. On sait que ce genre de réservoir va coûter, si le réservoir se fait, entre 1,2 million et 1,4 million, c'est sûr. Voilà. Une chose que je comprends pas, c'est vous dites qu'il n'y a pas de permis de construire déposé pour le téléporter.
Donc, comment vous pourriez accorder le permis de construire pour le reste, alors que c'est dans une clause suspensive de l'accord? Ben voilà. Donc, comment vous pouvez faire? C'est impossible. Mais c'est extrêmement facile tant qu'il a un permis de construire qui est sur quelque chose pour l'instant et du vent, puisqu'il l'a pas acheté et qu'on lui a pas vendu. Donc, il faudra bien qu'à un moment, ces choses-là soient actées. Autrement, ça ne sera pas possible. Oui, monsieur Pétieux. Merci, monsieur le maire, et bonsoir. Donc, en préambule à mon intervention et en aparté, j'oserais me faire le messager de madame Vigova. Circonstance de la vie, je l'ai fortuitement croisée il y a quelques semaines à Moorea, en Polynésie française. Une personne charmante au demeurant. Elle m'a sollicité pour vous transmettre tous ses remerciements et ses vénérables salutations. Ceci fait, revenons au cœur du débat. Un sujet sensible encore ce soir, monsieur le maire. Je pourrais même le qualifier d'explosif. Mais rassurez-vous, ma noblesse d'esprit ne m'autorisera pas à tirer sur les ambulances. Pourtant, encore une fois de plus, vous ne manquez ni d'audace, ni de démarche cavalière. Une fois de plus, vous voulez faire avaler à votre majorité, au conseil municipal, le moins déglutissant. Une fois de plus, vous portez le ridicule à son zénith. Alors dignement, je vais essayer de rester pragmatique et sur le terrain du factuel. Mais je reste aujourd'hui très inquiet et très désabusé. Sommes-nous en face d'un épilogue Space France, puissance 10? Next veut dire en anglais suivant, prochain, nouveau, etc. S'agit-il d'un nouveau flop, d'une nouvelle arnaque pour Briançon, pour les Briançonnais, qui souffrent, monsieur le maire, qui souffrent des conséquences de la politique de développement que vous leur imposez? Ceci dit, concernant cette délibération, si vous le permettez, j'énoncerai les questions suivantes. Vous nous sollicitez ce soir pour une prise de position actant l'approbation de la procédure de déclaration de projet et de mise en conformité du PLU sur le projet de reconversion du fort des Trois Têtes. Alors pourquoi, monsieur le maire, pourquoi une municipalité comme la vôtre, qui se dit à la pointe des questions environnementales, n'a pas exigé, comme le Code de l'environnement dans son article L122-1 le prescrit, une réalisation de l'évaluation environnementale, appelée communément étude d'impact? Pourquoi? Dans l'enquête publique, ceci est repris à demi-mot, en conclusion par l'enquêtrice, notre chère Christine. Pourquoi avez-vous fait un passe-droit? Je saurais rappeler au conseil municipal que ce projet est le plus vaste et le plus important que notre ville ait eu depuis la construction du Porel. 150 hectares impactés, 41 pour le fort lui-même. Pour un tel projet, une étude d'impact s'impose de fait. D'autres questions, monsieur le maire. Je m'étonne ce soir de l'absence de l'omniprésent monsieur Ludovic Arnaud. Vous savez, le monsieur pour qui vous aviez porté les cartons en date du 8 mars 2019, vous savez, c'est le monsieur avec la Kangoo Jaguar. Il est injoignable aujourd'hui et en ce moment. Avez-vous des nouvelles de lui? Avez-vous aussi, monsieur le maire, des nouvelles sur le financement de l'opération, de la levée des 60 millions d'euros minimum qui permettrait de la financer? À la d'aujourd'hui, il me semblerait, selon mes informations, que monsieur Gabor Mestert-Parage, architecte et architecte en chef des monuments historiques, serait en attente du versement de ses honoraires concernant l'étude et la mise en forme du projet à hauteur environ de 2 millions d'euros. Il ne serait toujours pas payé. Que le personnel de la société Next Financial Partners, que vous connaissez bien entendu, mais nous allons la garder un peu de discrétion. Donc ce personnel ne serait toujours pas payé et la société serait en passe d'être sous le coup d'un redressement judiciaire. Selon vos sources, qu'en est-il? Ensuite, permettez-moi s'il vous plaît d'être un peu curieux sur le montage de la holding et des bénéficiaires potentiels de l'opération en cours. Au fait, faites-vous partie des fiscalisateurs potentiels? Donc la holding, la partie immergée de l'iceberg. Vous êtes vraiment un petit monsieur. La SAS Next Financial Partners, capital social 5 000 euros. Gérant actuel Ludovic Arnaud. Une société sans capital, sans garantie et crédibilité financière, sans possibilité de recours à l'emprunt. La SCI du Fort des Trois Têtes, capital 100 000, 110. Gérant actuel Next Financial Partner, là, le capital social reste peu élevé compte tenu de la nature et du montant du projet. La SCI, la foncière briançonnaise, capital social 35 000 euros. Gérant actuel Next Financial Partner, sa fonction dans la holding semble obscure. Ce serait la machine à laver qui reverserait les dividendes. Confirmez-vous?
Donc nous avons là 3 sociétés créées nouvellement, sans assise financière, tournant autour d'un seul homme, qui en est l'unique gérant. Et vous ne vous êtes pas posé la question de la probabilité de l'échec face à si peu de garanties bancaires. Pouvez-vous aussi, s'il vous plaît, nous communiquer le prix des études déjà supportées par la collectivité et le contribuable, en incluant, s'il vous plaît, celles de DSB, de SHD, etc. N'avez-vous pas l'impression, en proposant cette délibération, en voulant par tous les moyens signer le permis de construire, de cautionner une opération délictueuse? Il n'est jamais trop tard pour connaître ses erreurs et ses faiblesses, monsieur le maire. Il n'est jamais trop tard pour dire stop avant de percuter le mur. Je trouve que vos propos qui frisent à l'injure, hein, parce que vous savez pas. Des questions, monsieur le maire. Des questions. Vous ne savez pas faire autrement. Des questions, monsieur le maire. Non, mais moi, c'est des questions, mais je vais commencer par répondre à votre ton et à votre comportement qui est inadmissible. Parce que je pense qu'on peut s'adresser à des choses, on peut ne pas être d'accord, mais de me traiter comme vous m'avez traité, excusez-moi, ça mériterait en d'autres périodes un coup de gant dans la figure pour aller régler ça ailleurs. Voilà, parce que vous êtes un petit monsieur, et je le répète. Alors, les études d'impact dont vous parlez, bien sûr que la DREAL, on en a parlé avec eux, c'est la DREAL elle-même qui a estimé qu'au vu de tout ce qui avait déjà été fait alentour sur cette affaire, ne nécessitait pas une étude d'impact. Donc, c'est pas nous qui dirigeons dans cette affaire. Moi, j'ai eu une réunion avec la préfète, avec la directrice de la DREAL, pas plus tard qu'il y a 3 mois, 4 mois, à la préfecture pour justement débattre de ces questions. Donc personnellement, si aujourd'hui il n'y a pas d'étude d'impact, c'est simplement parce que la DREAL a estimé que il n'y avait pas lieu de le faire parce qu'il y avait déjà suffisamment d'études qui avaient été faites autour de tout ça. Alors, parler d'arnaque, parler de vol, moi je ne sais pas. J'ai dit simplement, et je l'ai dit l'autre jour en réunion, et je le répète aujourd'hui, je suis dubitatif sur cette affaire, parce que autant il y avait eu une pression forte il y a quelques mois en arrière, autant aujourd'hui la pression est moins forte. Alors, sur toutes vos allégations, quant aux voitures, aux machins, aux trucs, ça, je ne sais pas avec qui vous travaillez, monsieur Pétieux, je sais pas avec qui travailler. Vous grenouillez dans de drôles de trucs parce que vous n'avez que des choses un peu fangeuses à nous présenter. Moi, les études de la ville, il n'y en a pas eu. J'ai simplement demandé à mes services de me dire une évaluation, comme ils le font chaque année quand on démarre quelque chose, une évaluation de ce que coûterait d'amener l'électricité en limite de propriété, de faire les égouts pareil en limite de propriété, d'amener l'eau, la voirie et ainsi de suite. Donc ça, aujourd'hui, ça n'a pas coûté des heures, ça a coûté quelques minutes à nos services qui sont extrêmement performants, contrairement à ce que vous pouvez penser et faire croire à la population briançonnaise aujourd'hui. Donc les études ne nous ont rien coûté dans le cadre du travail qui est le travail de nos équipes et de nos bureaux d'études. Donc pour le reste, moi, vos allégations, vos suspicions, vous avez peut-être raison, peut-être. Oui, vous avez peut-être des interrogations. Moi, j'ai pas de réponse à vos interrogations. J'en ai pas. Je l'ai dit, je suis dubitatif. Voilà. J'ai effectivement des doutes. J'ai des doutes parce que je pensais que les choses allaient aller plus vite et que là, depuis quelque temps, j'ai l'impression que ça s'étiole. Voilà. Mais bon, ce que je sais simplement, c'est que certains journalistes ont contacté monsieur Arnaud, qui leur a dit, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, que les affaires continuaient pour lui. Ben, je vais voir. On va voir. De toute façon, on reviendra devant le conseil municipal à chaque étape comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On n'a jamais rien maquillé dans cette affaire. Jamais. Jamais on ne vous a caché la réalité des choses. Le permis, quand il sera terminé, vous pourrez y accéder. Et même d'ores et déjà, d'ailleurs il y a des gens qui ont été dans le cadre de la préparation de cette délibération, il y a des gens qui ont été le consulter. Moi, on n'a rien à cacher. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra qu'on revoie. Mais aujourd'hui, ça existe. Voilà. Permis de construire, il est déposé. J'ai pas dit qu'il était acquis, il est déposé. Après, il y aura le compromis de vente avec des conditions qui ont déjà été élaborées par nos avocats respectifs. Il y aura l'achat à l'euro symbolique et puis après, il y aura la vente, éventuellement, de la structure. Je dis bien éventuellement. Voilà. Oui, monsieur Breuil. Oui, alors, moi personnellement, j'ai essayé pour creuser le sujet, qui est un sujet complexe, et pour lequel vous avez apporté beaucoup de réponses dans le dossier présenté aujourd'hui.
Je remercie les services d'ailleurs pour tout le travail qu'ils ont fait, parce que c'est un travail colossal d'analyse et d'études. Et donc moi personnellement, je me suis positionné des deux côtés, à la fois du côté investisseur privé, c'est-à-dire imaginons que je sois investisseur privé demain pour ce projet, et puis de l'autre côté Briançonnais, et j'ai eu beaucoup d'échos, j'ai rencontré pas mal de gens, et beaucoup échangé sur le sujet auprès de Briançonnais qui se posent des questions sur le devenir de ce projet. Alors en tant qu'investisseur, moi je me dis, ce projet-là, il est viable, et c'est vrai que il est très complexe sur le plan de la gestion patrimoniale. Monsieur Ludovic Arnaud, en fait, c'est un spécialiste en gestion de patrimonial. C'est vrai que derrière ça, il y a tout ce qui est défiscalisation. Alors, je sais que c'est pas toujours bien vu aujourd'hui. Bon, c'est essentiellement des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont capables d'investir des sommes importantes, puisque le projet total à hauteur de 60 millions, ça représente quelque chose d'énorme. Et donc, j'ai rencontré monsieur Arnaud, personnellement, pour lui poser un certain nombre de questions sur les garanties qu'il pouvait apporter aux investisseurs potentiels, et l'ensemble des réponses qu'il m'a données m'ont satisfaite, notamment le point que je voulais vérifier c'est la sécurisation de ce projet. Et l'élément qui me semble le plus important sur la sécurisation côté investisseur, donc patrimonial, c'est la garantie qu'offrent les différents acteurs institutionnels qui ont été consultés et qui ont donné des réponses et des avis favorables sur le projet. Ça, c'est un premier point. Mais le patrimoine, alors, bon, mon patrimoine n'est pas à hauteur, enfin, ne me permettrait pas d'investir à hauteur de ce qui est demandé, bien évidemment. Je pense que ce patrimoine, c'est avant tout le patrimoine des Briançonnais. Et donc, j'ai regardé l'autre aspect sous l'angle des Briançonnais. Et là, la question qui se pose évidemment, c'est quel devenir pour ce fort des Têtes qui est en train de se dégrader à vue d'œil. Ça fait 10 ans que l'armée a abandonné ce projet, donc un bâtiment qui est abandonné, il se dégrade très rapidement. Mais là, je trouve que l'accélération de la dégradation depuis 10 ans est impressionnante. Moi, je l'avais vu juste après le départ de l'armée. Aujourd'hui, c'est vraiment désastreux, et si on ne fait rien, eh bien, ce projet va disparaître. Enfin, ce patrimoine va disparaître. Donc, en tant que Briançonnais, je dirais que la sauvegarde du patrimoine des Briançonnais m'est à cœur, et je trouve que le fait qu'il y ait une jonction entre des intérêts patrimoniaux personnels, individuels, d'investisseurs, et puis les Briançonnais qui finalement vont pouvoir, par ce projet, trouver une solution à la dégradation des bâtiments, c'est une réponse qui me semble intéressante, et c'est un élément pour moi qui me conduit à donner un avis favorable. Mais il n'y a pas que ce point-là, il y a aussi l'aspect développement durable qui m'a préoccupé, et je sais que là aussi beaucoup de Briançonnais sont intéressés, parce qu'ils veulent pas que l'environnement pâtissent en fait de ce nouveau projet par une circulation trop importante. Bon, on a les oiseaux, les chiroptères, etc. J'ai regardé dans le détail notamment les avis de la LPO sur les hiboux, etc. Les risques qui font courir, que ferait potentiellement courir tout projet à l'environnement. Mais l'aspect développement durable, et c'est d'ailleurs rappelé dans le projet, il a trois volets. Il y a 3 piliers au développement durable. L'économie, le social et l'environnemental. Donc ne vouloir voir le développement durable que sous l'angle environnemental, notamment les oiseaux, etc., je crois que c'est masquer le reste des éléments. Alors sur l'économie, je crois que ce projet-là est un élément phare d'un potentiel pour Briançon, pour le développement du tourisme. Je pense qu'on a besoin d'un projet de ce type-là. D'abord pour l'hôtellerie, parce que l'hôtellerie haut de gamme est quand même très limitée dans la région. Deuxième point, on n'a pas de salle de conférence, de congrès, de salle de congrès. Je pense que ça peut être aussi un élément très, très porteur. Et puis l'attractivité que ça peut apporter.
à Briançon, hein, pour des gens de l'extérieur, mais aussi aux Briançonnais, parce que les Briançonnais, je pense, un point qui me semblait aussi important et qui est développé dans le projet, pourront accéder à ce foire. Ça ne sera pas réservé à une élite, hein, comme j'ai pu l'entendre, hein, mais ça sera aussi un projet qui devrait être accessible aux Briançonnais. Voilà. Le social, donc l'économique. Alors l'économie, le Briançonnais vit essentiellement du tourisme, on le sait aujourd'hui, et donc c'était une pierre de plus, un élément de plus pour le développement économique. Le social, moi j'ai vu que ce projet potentiellement pouvait créer 145 emplois, et je crois que l'emploi c'est quand même la préoccupation aujourd'hui, et donc moi je ne cracherai pas sur 145 emplois parce que c'est des emplois qui peuvent permettre à des jeunes de rester à Briançon, dans le Briançonnais. Et donc sur cet angle-là, le projet est un élément que je trouve favorable. Et puis le dernier point sur l'environnemental, alors c'est vrai, je pense le fait de pérenniser un projet existant, c'est-à-dire d'éviter qu'il tombe en ruine, ça permet, je dirais, d'éviter parce que pour l'environnement, je dirais, des ruines, c'est pas franchement favorable à l'environnement. Alors, c'est clair que les chiroptères, tout à l'heure, vous parliez des habitants. Aujourd'hui, effectivement, les habitants de ces casernes, c'est les chauves-souris qui, depuis 10 ans, donc ont niché, hein, ont pris possession des lieux. Je dirais, dans certains villages abandonnés en France, hein, on trouve effectivement des chauves-souris. Faut-il pour autant dire que Briançon, ou ces forts sont voués à l'abandon pour sauvegarder ces quelques espèces que je considère comme importantes. Hein. Personnellement, hier soir, pas plus tard que hier soir, avant-hier soir plutôt, près de chez moi, c'est l'été quand on dîne le soir, on a des chauves-souris qui passent et je crois qu'il est important de conserver. Et je crois que le projet, avec peut-être que c'est un peu cher, hein, mais les niches pour les chiroptères, répond à cette préoccupation environnementale. Voilà, en quelques mots, et donc l'intérêt que je trouve à ce projet, qui, encore une fois, devrait permettre, s'il aboutit, une réalisation très intéressante pour Briançon. Oui, merci, M. Breuil. Je partage un certain nombre de points que vous avez évoqués, quasiment tous. L'histoire des chauves-souris, de dire simplement que quand on a abattu l'ancien bâtiment de la DDE, il y avait aussi des chauves-souris. On a mis des nichoirs ailleurs. Et aujourd'hui, les chauves-souris n'ont pas disparu du ciel briançonnais. Bien au contraire. Que moi, dernièrement, quand j'ai enlevé le bardage de ma maison, j'en ai trouvé 3 ou 4 derrière. Je veux dire, ce qui montre bien qu'elles n'ont pas besoin d'avoir forcément des ruines pour pouvoir exister. Pour les préconisations, vous avez raison de le dire, les préconisations, elles sont en plus édictées dans le document de l'ADREAL. Il y a des préconisations très claires qui ont été faites par l'ADREAL. Donc là-dessus, elles seront suivies, elles sont imposées, elles sont nécessaires, elles sont indispensables. Alors, le problème de la défiscalisation est le problème du rescrit fiscal, parce que c'est le point de départ de tout ça, pour aller lever de l'argent à cette hauteur-là, dans ce genre de projet. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de rescrit fiscal, je savais pas ce que c'était. Il se trouve simplement aujourd'hui que, effectivement, c'est la possibilité pour ceux qui investissent dans le cadre de la loi de 1907 ou 1913, je sais jamais, permet effectivement pour 1 euro investi, 1 euro défiscalisé. Pendant 15 ans. Mais l'État se récupère à la sortie. Parce que l'État ne fait pas un cadeau, comme ça, des choses. Simplement, effectivement, l'argent immobilisé aujourd'hui sera retrouvé à l'égal à la sortie, mais entre-temps, il aura bénéficié d'un certain nombre de prélèvements qui vont compenser le rescrit fiscal en question. Donc ça, c'est un artifice, c'est un élément, si vous voulez, que personnellement, je ne suis pas suffisamment doué dans ce domaine de la défiscalisation, n'en déplaise à Monsieur Pétieux qui pense que j'investis à tout va dans un certain nombre de choses. Pas investi, Monsieur Pétieux, je vous rassure. Puis en plus, je ne vais pas vous rassurer d'ailleurs. Hein, oui, mais c'est une interrogation tout à fait. Mais bien sûr. Et puis il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas d'arrière-pensée dans la manière dont vous proposez. Mais bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Foutez-vous de ma gueule en plus. Donc, je voudrais revenir aussi sur la rentabilité de l'opération. J'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui ont acheté à Domitis sur la base d'un rendement de l'ordre de 3 ou 4%.
ben c'est bien. C'est bien. S'il y a des gens qui ont fait ça et qu'ils avaient l'argent et les moyens pour le faire, moi j'ai rien contre, je trouve que c'est une bonne chose. Si demain les gens qui investissent ont un minimum de rentabilité, on va me dire aujourd'hui, comment ? Vous n'entendez pas, et pourtant j'ai le micro devant moi, je vais crier un peu plus fort, alors voilà, ça va mieux. Oui, ce que je disais sur la défiscalisation, ne vous faites pas d'illusions sur la défiscalisation. L'État n'a jamais fait de vrais cadeaux à ce niveau-là, c'est des faux cadeaux. Mais effectivement, c'est surprenant, et puis ça peut choquer, mais je le comprends. Inversement, un projet comme le projet du Fort des Têtes, s'il n'y a pas ce genre d'éléments dynamisants dedans, qui est-ce qui va y aller investir dans un premier temps ? Après, une fois que c'est fait, une fois que ça marche. Mais sinon, au départ, il faut qu'il y ait un montage particulier qui soit suffisamment attractif pour que les gens placent leur argent dans cette opération. Les gens ne sont pas fous. Ceux qui ont de l'argent, encore moins que ceux qui n'en ont pas beaucoup. Hein ? Alors, je pense qu'il est important, Monsieur Breuil, effectivement, de souligner l'emploi. C'est comme le cœur de ville. Toutes les dénégations, tout ce qu'on peut dire, c'est une chose. Mais ce que ça a apporté comme emploi sur Briançon jusqu'à présent, est-ce que ça va apporter dans les années qui viennent ? C'est énorme. C'est énorme. Et donc, à partir de là, on peut se poser effectivement des questions. Il y a des gens dont on peut penser ici en les entendant, que le développement économique de Briançon, ça ne les intéresse pas. Il y a leur petite vie à eux, et puis le reste, ils s'en foutent. Vous pouvez crever. Moi, ça va bien, merci. Voilà. Donc ça, c'est insupportable. C'est totalement insupportable. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, à Briançon, il y a des gens qui ont besoin de travailler. Il y a aussi des gens qui ont besoin d'être formés. Et le fait que demain, on crée des emplois, qu'on en crée encore plus, amènera forcément à un moment la volonté, et moi j'ai cette volonté, de créer un endroit où on peut se former les gens. Parce que aujourd'hui on a la demande dans un certain nombre de secteurs sur Briançon et dans le Briançonnais, et on n'a pas de réponse parce qu'on n'a pas de gens formés. On a la chance d'avoir un développement, on a des entreprises qui sont des véritables pépites sur notre territoire, tout particulièrement dans le domaine de la construction. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, les jeunes qui viennent dans ces structures sont des jeunes qui viennent d'ailleurs. Il y a 2 ou 3 structures qui font des chalets de haut niveau dans le Briançonnais, où l'essentiel du personnel vient d'ailleurs. Et tout à l'heure, je parlais de la réparation, de la remise en état ou de la restructuration des fortifications. Aujourd'hui, on n'a pas de gens formés, pas de gens labellisés, pas de structures labellisées pour pouvoir répondre à cette demande. Et c'est dommage. Et c'est dommage. L'emploi est au cœur de notre préoccupation. À Briançon, et en tout cas mon équipe, on ne fait pas les choses pour le plaisir de faire les choses. L'histoire passera, comme elle est passée pour tout le monde. Par contre, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les jeunes qui naissent sur notre territoire puissent continuer à rester sur ce territoire, à être formés et pas faire n'importe quoi sur ce territoire. Pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire tous ces travaux secondaires que pendant l'hiver ils sont obligés de faire pour pouvoir tenir le coup, et puis l'été trouver d'autres petits boulots à droite et à gauche qui font que ça n'est pas sérieux. Et qu'en plus, tous ces enfants qui ont été se former ailleurs, eh bien ils ne reviennent pas ici parce qu'effectivement on n'est pas en capacité de leur offrir des emplois. Donc cet aspect social, cet aspect création d'emplois est important et doit déboucher demain, et j'espère que la région enfin fera son boulot à ce niveau-là, nous aidera effectivement à créer ces postes de formation. Voilà. Je pense que j'ai à peu près répondu. Je crois que Madame Farina a quelques petits mots à nous dire. Pardon. Merci, Monsieur le maire. Donc j'ai demandé la parole parce que je souhaiterais exposer notre point de vue de la part des 3 élus qui sont au conseil municipal, donc Francine Dardenne, Rémi Hollard et moi-même. Donc actuellement, le monde va très vite. Il est en train de bouillir et nous ne pouvons plus voter une délibération ou soutenir un projet qui serait un risque pour notre environnement. Ce projet ne donne aucune garantie concernant l'impact environnemental
départementale, parce que la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, fixe un cahier des charges dans lequel il n'y a aucune contrainte permettant la transition écologique. La DRAC exige de reconstruire à l'identique de l'époque de Vauban, sans doute pour une raison esthétique. Elle n'autorise pas l'installation de panneaux solaires sur les toits. Elle n'autorise même pas l'isolation extérieure des murs. On ne peut pas accepter en 2019 un projet dans lequel les bâtiments seraient mal isolés. Concernant la thématique du logement, il est prévu la construction de logements. Cependant, le cœur de ville va mettre sur le marché de l'immobilier 800 nouveaux logements. Plusieurs autres projets sont en cours d'achèvement. Tous ces nouveaux logements déséquilibrent le marché à tel point qu'il est prévu de lisser la construction des nouveaux logements pour ne pas en mettre plus de 200 par an, ce qui est déjà énorme. Comment penser à en rajouter encore plus? Concernant la thématique de l'eau, les forts n'ont pas d'eau. Il est prévu l'approvisionnement en eau des 3 forts par la construction d'un nouveau réservoir au-dessus de ces forts. Où trouver un emplacement favorable? Quelle en sera la voie d'accès? Le réservoir de Font-Christiane a été très difficile à placer dans cette zone protégée. Il a coûté 1,4 million d'euros. L'estimation de l'ensemble des travaux est à effectuer par la ville. Considérant la voie d'accès, les parkings, l'électricité, l'eau, l'assainissement, etc. Le coût est de 1,8 million. Il ne restera donc que 400 000 euros pour tout le reste. Impossible. Concernant la thématique de l'écologie, construire dans un endroit sans eau est une ineptie. On va arroser les gazons avec de l'eau potable. Monter l'eau à cette altitude nécessitera une importante dépense d'énergie pour faire fonctionner les pompes. À l'heure où l'on doit tendre vers des bâtiments autonomes en énergie, voire à énergie positive, on ne mettra aucun panneau solaire, thermique et photovoltaïque. Bref, aucune production d'énergie, monument historique oblige. D'autre part, il est tout à fait indispensable d'économiser les espaces constructibles pour les générations futures. Le développement qui est proposé fait la part belle à une certaine catégorie de personnes argentées qui s'octroiera les beaux et grands espaces. Nous pourrions être favorables à ce projet et à une révision du PLU si il y a une isolation des bâtiments, si il y a une autonomie en eau et en énergie, si il y a une absence d'hélicoptères et de voitures, si il y a la garantie pour la population de pouvoir circuler partout dans le site et les espaces verts. Donc pour toutes ces raisons, nous voterons contre. Vauban, ça serait beaucoup mieux. Alors, y a des moments où vous êtes désespérants. Pas d'isolation pour des murs qui font 1,50 m d'épaisseur et qui donc ont une inertie au froid ou au chaud qui est absolument phénoménale. Mais ça, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Alors, le problème des panneaux solaires, les panneaux solaires, tout évoluera. Je vous rappelle simplement que quand nous sommes arrivés, j'avais souhaité qu'au fort du Randouillet, on mette des panneaux solaires. À l'époque, ça nous a été refusé. Et puis 2 ans après, finalement, la DRAC nous a dit « Mais pourquoi vous ne mettez pas des panneaux solaires ?» Eh bien, tout simplement parce que, entre-temps, le prix du kilowattheure était passé de 60 centimes à 12 ou 14 centimes et que l'investissement n'avait quasiment plus aucun intérêt. Alors ça, effectivement, ça vous a échappé. Le déséquilibre des logements. Mais vous rigolez. Il y aura 27 logements construits. En quoi les 27 logements construits vont déséquilibrer le monde de la construction et du logement à Briançon, alors que simplement les HLM aujourd'hui, c'est 1200 logements actuellement, sans compter les 30 que nous avons construits à la soie et ceux qui sont en train d'être occupés dans le cœur de ville. En plus, quand je vous entends, ça me rappelle un propos qu'on a eu ici, où finalement on se disait que finalement de faire du HLM neuf aujourd'hui, ça risquait de vider les HLM anciens. On a eu une réunion cet après-midi sur le PACET, le PCA, oui, Plan Climat Air Énergie, merci Madame Dardenne, et où je suis intervenu une nouvelle fois, comme je l'avais fait devant Madame la Préfète le 27 juillet lors de notre réunion qui s'est tenue ici. Pourquoi ?
pour dire qu'aujourd'hui, il y en a ras-le-bol de nous faire passer des problématiques qui sont faciles à résoudre. À savoir, aujourd'hui, les passoires énergétiques représentent 60%, 70% des logements HLM de la ville. Mais ça, on s'en fout. Mais si, parce que ça n'a pas d'importance. Les 27 qu'on va créer, ils seront isolés, ceux-là. Ne vous inquiétez pas. Mais les autres, en ville, actuellement, dans la vieille ville à Briançon, les passoires énergétiques, allez voir les factures d'électricité d'un certain nombre de personnes là-haut et qui malgré tout ont froid dans leurs appartements. Hein? Mais ça, je l'ai pas entendu dans votre discours sympathique au demeurant. Je l'ai pas entendu. J'ai pas entendu tout ça. Et puis alors, j'ai pas entendu non plus que est-ce que les gens qui habitent dans la vieille ville, est-ce qu'ils ont le droit de mettre du photovoltaïque sur les toits? Est-ce qu'ils ont le droit de faire des isolations à l'extérieur? À ma connaissance, dans le cadre du PSMV, ils l'ont pas. Qu'est-ce que vous attendez pour dénoncer le PSMV, Madame Ferreira? Hein? C'est bien dommage. Mais ça fait longtemps que ça existe. Mais ça va évoluer aussi. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et surtout, ne descendez pas à un projet qui a une valeur vraie, avec des problématiques qui traînent et qu'on traîne, parce que moi, quand j'entends tous les discours que l'on tient sur les passoires thermiques, mais les principales passoires thermiques, elles sont ici, à Briançon. Voilà. Alors, je pense que notre vigilance, elle ne peut pas être mise en œuvre, elle ne peut pas être contestée, parce qu'on fait ce qu'il faut pour que les choses se passent au mieux. Voilà. Et que dans les constructions du cœur de ville aujourd'hui, allez interviewer les gens. Demandez-leur s'ils souffrent de la chaleur chez eux, et puis vous irez les voir cet hiver pour voir s'ils souffrent du froid. Vous verrez. Mais allez par contre, dans la maison du pape, allez dans la derrière, dans les apparts au bois des remparts, allez-y. Allez-y. Mais monsieur le maire, vous savez très bien que j'y vais. Vous savez très bien que je suis sensible à ce genre de situation. Vous savez très bien que je travaille dans ce sens-là. Simplement, si vous lisez, pas du tout, c'est pas du tout contradictoire. À l'heure actuelle, je travaille dans ce sens-là et vous le savez très bien. Mais par contre, ce qui est important que vous lisiez et que vous entendiez ce que j'ai écrit, ce que nous avons tous écrit, c'est-à-dire que nous serions favorables à la condition que, etc., etc. C'est tout. Voilà. Allez. Vauban, réveille-toi. Allez. Oui, monsieur Griska. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, écoutez, moi, je veux juste clôturer ce débat par vous dire qu'on va voter pour. Enfin, en tout cas, c'est le sens que je donne. Moi aussi, je suis dubitatif sur ce projet. Et si vous vous souvenez bien, je l'étais dès le début, parce qu'on avait une absence totale de communication. Encore plus nous dans l'opposition que vous la majorité. C'est à mon initiative qu'il y a eu la réunion dans cette salle même. D'ailleurs c'était blindé parce que nombre de Briançonnais se posaient les mêmes questions. Pas forcément qu'ils sont contre, hein, mais oui, tout à fait. Mais je pense que le gros problème sur ce dossier, c'est la communication justement. Parce que nous là ce soir, cette délibération, c'est une délibération d'urbanisme, où l'on crée un zonage. Et en fait, là, on vient déborder sur tout un tas de questions, mais qui sont légitimes. Mais c'est difficile pour nous, les élus, parce qu'on rentre dans des considérations. Alors, j'ai entendu des business plans de la part de Madame Valdener. Elle n'a pas tort. Ceci étant dit, c'est quand même des financiers, des entrepreneurs. Enfin, je pense pas qu'ils vont mettre leur bille dans des dossiers qui vont s'avérer être derrière des échecs. Voilà, ils font un business plan, donc je pense que un petit peu ils savent où ils vont. Derrière le groupe hôtelier qui a été retenu, je ne sais pas si je peux dire le nom, je ne sais pas si Ludovic Arnaud a communiqué, donc je ne le dis pas, mais moi je le connais. La raison elle est simple, c'est que, alors je rassure aussi tout le monde, hein, Ludovic Arnaud va très bien. Je l'ai eu au téléphone pas plus tard que ce matin, voilà, pendant 2 heures pour expliquer justement cette délibération.
effectivement, ce projet, moi, je suis remonté à la source, hein, enfin, je pense qu'il est assez accessible quand même comme personnage. En tout cas, pour nous les élus, je pense qu'il décroche son téléphone. Je sais que mon collègue Marc Breuil l'a eu également au téléphone, parce qu'on avait des questions à lui poser, et il a répondu à toutes les questions. Voilà. Donc il va très bien. C'est vrai que j'ai entendu un certain nombre de choses, enfin, c'est assez hallucinant. Je suis pas son avocat, hein, mais enfin bon, c'est parfois assez diffamatoire ce que j'entends. Effectivement, avec ses architectes, moi il me l'a dit, donc je vais vous le dire là aussi. Ce sont ses propos. Il a adressé 600 000 euros à Monsieur Gabor. Voilà, excusez-moi pour son nom, je retiens jamais. Donc oui, il a été payé. Voilà. Après s'il s'entendent sur la somme ou pas, ça c'est un autre débat et ça les regarde. Je vois pas en quoi ça regarde le conseil municipal de Briançon, mais il a bel et bien été payé. Ensuite, bah voilà. En tout cas, moi je suis remonté aux informations. Est-ce que ça va exact? Propos de Ludovic Arnaud. Ensuite, sur la VRD, ça a été justement, si vous vous rappelez bien, ma toute première question à Ludovic Arnaud dans cette salle même. Oui, c'était à 1,8 million d'euros, donc on est toujours sur ces 1,8 millions d'euros. J'ai entendu dans votre discours, Madame Ferena, le montant de 1,4 million, mais si vous avez bien entendu ce que Monsieur le maire a dit au tout début, c'est si on construit un réservoir en plus pour le Fort des Têtes, et qu'on se sert pas que de celui qui existe, parce que celui qui existe. J'ai très bien ne me compris. coupez pas la parole. Non, mais Madame Ferrada, ne me coupez pas la parole. Je vous ai laissé entendre, enfin, je vous ai pas laissé dire toutes les bêtises que moi je considère comme étant des bêtises. Donc, et je vous ai pas coupé la parole. Donc, vous me répondre après si vous voulez. Donc, les 1,4 millions, c'est pour un deuxième réservoir. Le premier réservoir, il existe, il est financé, il est payé, il y a des pompes dans je crois c'est chemin des Combes, il y a des pompes. Donc, l'eau, elle monte jusqu'au Fort des Têtes. Voilà. La question, c'est de savoir si on va avoir un deuxième réservoir. Donc, effectivement, à ce moment-là, il faudra débourser 1,4 million. Là-dessus, je vous suis. Mais vous oubliez juste une chose. Juste une toute petite chose. C'est les recettes fiscales qui vont tomber derrière une fois que le fort sera habité, une fois que le fort sera en activité, une fois que le groupe hôtelier sera là avec ses 57 suites. Et j'oublie aussi la taxe de séjour. Eh oui, effectivement, c'est un complexe hôtelier. Toutes ces recettes fiscales, aujourd'hui, elles sont pas dans les 1,8 million. Donc demain, c'est de l'activité économique qu'on va créer. C'est 145 emplois. Là, vous venez de dire à l'instant, Madame Ferena, que c'est pour des riches. Enfin, excusez-moi, mais les 145 personnes qui vont, bah si vous avez dit ça, si vous avez dit ça, les 145 personnes qui vont travailler, excusez-moi, hein, ça peut être nos voisins, des gens qui sont au chômage aujourd'hui à Briançon et qui demain vont avoir un emploi. C'est la raison pour laquelle je soutiens ce projet. Sur le montage, effectivement, c'est très compliqué, c'est très complexe et toutes les polémiques, elles viennent de là. Voilà, toutes les polémiques viennent de là parce que tout ce que l'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Et puis, bien évidemment, il y a quelques politiques locaux qui s'amusent à faire peur aux gens, donc c'est très très facile ça. Trouver l'argent en France, il n'y a aucun problème. Je vous rappelle, 5e puissance du monde, des grands riches, il y en a, des gens qui investissent, il y en a énormément, donc il n'y a aucun problème. Deuxièmement, pour faire les travaux, une fois qu'on a réuni cet argent que les grands riches, comme vous dites, mettent dans l'enveloppe, et une fois qu'on a le permis de construire qui a été approuvé, on fait les travaux puisqu'on a l'argent. Il n'y a aucun problème. Si vous étiez là à la réunion, souvenez-vous un petit peu du montage financier avec le retour de TVA, etc., etc. Hein, c'était très compliqué. Je ne vais pas retourner dans la technicité ici. Ensuite, il y a la vie économique des structures, de l'hôtel, des appartements s'ils sont vendus, des commerces s'il y en a. Et là, c'est là que moi je me pose beaucoup de questions. Voilà, je vous le dis, c'est vrai. Est-ce que le groupe hôtelier qui a été retenu, et là aussi, si le groupe hôtelier qui a été retenu s'est engagé auprès de Ludovic Arnaud, c'est parce qu'ils ont fait un business plan. C'est parce que ce groupe hôtelier gère, moi je connais le nom, donc je ne vais pas le dire ici, mais renseignez-vous, et puis vous allez voir qu'est-ce que ce groupe hôtelier gère aujourd'hui sur le territoire français. Il gère un sacré paquet de complexes hôteliers dans des villes moyennes, comme Briançon, avec on va dire ce curseur de tourisme qui recherche ni Courchevel, ni un bled paumé, mais des villes intermédiaires. Briançon, c'est parfait pour ce groupe hôtelier. Ils ont fait un business plan. Ils vont pas être le preneur d'un complexe de 57 suites, pour fermer 10 mois plus tard. Ils ont fait. Enfin, il faut un peu faire confiance au monde économique. Peut-être c'est un petit peu difficile pour vous ou pour votre groupe, mais moi, en tout cas, je fais confiance au monde économique. C'est les emplois derrière qui sont à la clé. C'est 145 emplois dans la phase de gestion, enfin dans la phase d'exploitation, pardon. Mais c'est aussi les travaux. Alors moi, je regrette également que ce soit pas des Briançonnais, des entreprises briançonnaises qui fassent les travaux de restauration du patrimoine. Mais peu importe, c'est de l'emploi pour notre bassin d'emploi. Donc tout ça mérite que
à mon sens, cette délibération d'urbanisme, de création d'un zonage dans notre PLU mérite en tout cas que le conseil municipal vote pour, et moi c'est ce que je ferai. Donc je vais vous répondre sur ce joli exposé que vous nous avez fait. Effectivement, politiquement, nous sommes à des années-lumière. Alors, laissez-moi répondre puisque je vous ai laissé faire votre exposé. Donc non, savez, si vous voulez, non, s'il vous plaît. Alors je ne dirai pas que vous dites des bêtises. Vous savez quoi, je reviens du Sénégal. Mais si oui, vous mais voulez c'est parfait. Continuez à me couper la parole, s'il vous plaît. Je vais aller au bout. Sans eau, sans électricité, sans rien du tout. Alors, d'une part, la teneur de votre réponse pleine de mépris est tout à fait insupportable. Je vous respecte. Donc, j'aimerais bien pouvoir exprimer ce que j'ai à dire et les idées que j'ai à exposer. Alors, je reprends. Donc, j'étais en train de vous dire, nous sommes à des années-lumière politiquement. Nous sommes pour un développement, mais pas le même que vous. Tout simplement. Il est dans un développement pour que l'environnement et l'humain soient respectés. Nous ne sommes pas contre ce projet. Je le redis, je l'ai conclu. Simplement, nous avons aussi des preuves que y a des dangers. C'est tout. Maintenant, les grands investisseurs, l'argent, etc. Très bien, moi je suis pas contre. Je suis pas contre les riches, dès l'instant qu'il y a du respect de l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'heure actuelle, les glaciers sont en train de fondre. Malheureusement, vous ne faites aucun lien avec tout ça, mais c'est le résultat d'un développement économique qui se met en place depuis le début du siècle et à l'après-guerre. Voilà. Nous sommes contre ce type de développement. C'est tout. On a le droit de pas être d'accord. On s'exprime en vous respectant et sans avoir une attitude de mépris. Voilà. Moi, je ne répondrai plus à ce que vous pouvez annoncer. J'ai juste une seule petite fin. Où est votre cohérence? Vous avez levé la main pour injecter des milliers de tonnes de béton dans le cœur de ville, et aujourd'hui vous votez contre le phare de tête qui réhabilite des bâtiments qui existent. Pardonnez-moi, où est votre cohérence? Oui, simplement par rapport au développement durable, moi je vous laisserai pas dire qu'on est contre le développement durable. Tout à l'heure, je vous ai exposé personnellement. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que je m'occupe de centrales photovoltaïques et éoliennes. Bon, alors après, il y a le développement durable et la sauvegarde de la planète, on est tous pour. On a tous des enfants, des petits-enfants, et on veut bien évidemment qu'ils puissent vivre. Et je pense que ce projet, moi j'ai regardé sous l'angle du développement durable, et justement, il a ces trois caractéristiques, à la fois de création d'emplois, de développement économique de la région, et de préservation de l'environnement. Et effectivement, je souscris à ce que dit Romain Grisca, qui est on utilise des bâtiments existants avec des murs effectivement d'1,50 m, donc plutôt bien isolé, et avec une préservation de l'environnement, mais extrême, puisque effectivement on ne touche quasiment à rien. Vous voyez? Bon, donc dites pas qu'on est contre le développement durable, hein, surtout pas. Hein. Oui, juste un mot, le débat a été très long. Je voulais simplement dire que je souhaitais qu'on respecte nos collègues verts. On s'est souvent moqué d'eux, on a souvent ricané de leurs propos par le passé, et un passé lointain mais aussi un passé proche, et sur plein de sujets ils ont eu raison avant tout le monde. Et ça, il faut pas l'oublier. Voilà, moi je suis pas verte. Le PC a eu des politiques qui aujourd'hui m'apparaissent critiquables sur le plan environnemental, je le reconnais, voilà. Mais je souhaite qu'on respecte toujours ce qu'ils disent. Après, sur le sujet, j'ai apprécié le constat qu'a fait le maire et je le partage, mais je partage aussi toutes les interrogations que la plupart d'entre vous se posent, parce que c'est un dossier qui est compliqué.
qui fait peur un petit peu par les enjeux économiques, tout ça. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Je partage également le constat qu'ont fait les Verts et je regrette comme eux effectivement qu'il n'y ait pas de possibilité actuellement d'isoler. Enfin, là on a parlé de l'isolement. Vous avez raison, l'isolation, pardon. Vous avez raison, Monsieur le Maire. Mais il n'empêche que on sait que ça va être du chauffage électrique. Voilà. Donc même si ça va être bien isolé, voilà. Donc tout ça, je le partage. Après, moi, ce que je demande sur ce dossier, c'est que vraiment il y ait la plus grande transparence qui soit faite, parce que justement c'est complexe. Et moi, en tant qu'élu, ça m'embête d'être seule, pas avec vous, bien évidemment, à traiter ce sujet. Je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être mis entre les mains de la population et que la population puisse, elle, choisir sa destinée par rapport au développement économique de Briançon. Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Ça s'est vu dans plein d'exemples dans l'histoire. Je pense aussi que la démocratie représentative a ses limites et que les gens l'ont fortement exprimé cette année et que j'ai partagé ce point de vue. Et effectivement, là, on n'est pas suffisamment, à mon sens, pour un projet d'une telle envergure. Voilà ce que je voulais dire. Chose à ajouter. Donc je vais passer au vote de cette délibération. Quels sont ceux qui sont contre? Très bien, belle alliance. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Bravo, super. Quels sont ceux qui sont pour? Ça fait du bien. Merci, vous avez tout noté? Très bien. Alors, délibération suivante concerne l'intercommunalité et c'est moi qui vais rapporter cette délibération. Alors, où est-elle, celle-ci? Pas grave. Alors, le fond de cette délibération, c'est quoi, que je vous l'explique en clair? C'est que nos amis de la communauté de communes en dehors de Briançon estiment qu'ils ne sont pas suffisamment représentés à la communauté de communes. Comment? Ben oui, mais bon. Enfin, toujours est-il qu'à partir de là, ils ont souhaité d'abord se réunir entre eux et puis, dans un deuxième temps, faire des propositions pour que chaque commune ait au moins 2 représentants et que, en cas de démission ou de disparition d'un membre, celui qui est derrière lui au conseil municipal puisse le remplacer, ce qui actuellement n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, il existe plusieurs possibilités. Actuellement, le nombre de délégués est de 37, dont 18 pour Briançon. Et si on appliquait les différentes hypothèses que nous permet la loi, il pourrait y avoir un nombre porté à 40 et qui impacterait les communes de Briançon qui en auraient 2 de plus, c'est-à-dire 20, et Val-des-Prés qui en aurait 1 de plus. Il y a une proposition suivante qui fixe à 39 le nombre de délégués et qui impactera les communes de Briançon plus 1, Val-des-Prés plus 1. La proposition 3 fixe à 38 le nombre de délégués impactant la commune de Val-des-Prés. 1 de plus pour Val-des-Prés. Donc de 37, on passe à 38 et c'en est 1 pour Val-des-Prés. Donc dans les 4 propositions, Val-des-Prés a obtenu un siège de plus. La 4 fixe à 38, elle aussi, le nombre de délégués qui impactent les communes. Elle donne 1 à Briançon de plus, 1 à Val-des-Prés et 1 à Saint-Chaffray. Enfin, non pas enfin, fixe à 38 le nombre de délégués impactant la commune de Briançon et plus 1 pour Briançon. Et la dernière fixe à 37 le nombre de délégués qui impactent les communes de Val-des-Prés et de Saint-Chaffray, qui plus 1 pour Val-des-Prés et moins 1 pour Saint-Chaffray. Je suis trompé pour la 4, c'est moins 1 bien sûr pour Saint-Chaffray. Voilà. Donc tout ceci ne modifie pas
fondamentalement la répartition. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que, et comme je l'ai dit à mes collègues, seule chose qu'on peut leur dire, c'est d'aller voir leurs députés et d'aller voir les sénateurs pour modifier la loi qui, aujourd'hui, ne leur permet pas d'être mieux représentés qu'ils ne le sont actuellement. Voilà. Donc, moi, je vous propose de retenir que selon un accord local, le nombre de répartitions des sièges suivant les propositions 1, 2 et 3 issues du simulateur de l'AMF, ou à défaut d'un tel accord conclu avant le 31 août, la composition résultant du droit commun constaté par le préfet fera l'objet d'un arrêté au plus tard le 31 octobre. Voilà. Voilà ce que je vous propose. Oui, Monsieur Pétieux. Oui, Monsieur le maire. J'aurais aimé, moi, que la proposition sur la table, déjà, il y ait pas plusieurs choix. Il était convenu qu'une commission devait se créer. Elle s'est réunie. C'est Madame Forjoux qui l'a... C'est Madame Forjoux ouvertement, et les enregistrements en témoignent. Je vous avais demandé de pouvoir y participer. Vous m'avez répondu par l'affirmative. Je n'ai jamais reçu de convocation à ce type de réunion, donc je pensais que ces réunions ne s'étaient pas tenues. Quoi qu'il en soit, cette commission doit avoir une proposition, parce qu'on va pas rester sur 4 éléments, 4 choix possibles. Il y a qu'une commune qui sera réellement impactée, puisque Briançon, la commune centre, de toute façon, restera toujours avec la moitié des représentants. Donc ça aura pas énormément d'incidence pour la commune de Briançon. C'est pour ça que ce soir, je m'abstiendrai, parce que ce que j'aurais souhaité, tout à l'heure, Catherine Guigli parlait de démocratie représentative ou participative, etc. Là, j'aurais bien aimé qu'on ait une proposition de l'ensemble des communes de la CCB qui reste dans le cadre légal, bien sûr, parce qu'ils sont contraints par le cadre légal. Comme c'est pas le cas, je m'abstiendrai en préconisant fortement qu'on reste sur un nombre limité de représentants à la communauté de communes, parce que quand je vois que vous en êtes au 2e appel, alors là je vais vous appeler Monsieur le Président, vous en êtes à 2e appel pour savoir si vous allez avoir le quorum le 20 août, mais reprenez le mail qu'a envoyé hier Madame Prestel, signé de votre part, ou en votre nom, quoi qu'il en soit, qui demande encore qui participera au conseil communautaire du 20 août. Je veux dire, avec beaucoup de conseillers communautaires, vous n'arrivez pas à faire le quorum, donc restez sur le cadre minimum et avec des gens motivés, et puis on aura les quorums. Vous êtes assez extraordinaire, Monsieur Pétieux. Pourquoi, Monsieur le maire? Je vais vous le dire. Il y a quelques années en arrière, quand il s'est agi d'organiser la représentation de Briançon à la communauté de communes, où j'avais fait des propositions extrêmement libérales, souvenez-vous, puisque nous étions... Tout à fait, à l'époque j'ai déjà demandé le cadre légal, je demande que la même chose aujourd'hui. À l'époque vous m'aviez dit, non, faut pas aller là, on va se faire avoir. Alors aujourd'hui, vous entendre dire que vous êtes pour l'inverse de ce que vous étiez il y a seulement quelques années, je pense que vous vous foutez du monde. Pas du tout, je vous demande, je vous dis qu'on est dans le cadre légal. Et la dernière fois, je vous demandais de ne pas faire d'arrangement, mais de rester dans le cadre légal. Mais ressortez les enregistrements, monsieur le maire. Oui, bien sûr, on va les sortir. Ressortez, seulement ils sont tous effacés, ils sont pas consultables la moitié du temps. Mais ressortez-les, vous verrez la teneur de mes propos, et là vous pouvez être affirmatif. Non mais attendez. Parce que j'ai de la mémoire, je me rappelle de ce que je dis. Oh oui. Enfin, toujours est-il que de toute façon les communes votent les unes après les autres. À ma connaissance pour l'instant, il y en a 3 qui ont voté. Il y a Saint-Chaffray qui a voté. Il y a Montgenèvre, et puis je crois Monétier. Les autres pour l'instant n'ont pas voté. Donc on va attendre, mais nous faisons une proposition. Faisons une proposition soit d'avoir un siège de plus, soit de ne pas en avoir, d'en donner un de plus à Val-des-Prés, mais dans le cadre de ce qui est donné. Je veux dire, on ne peut pas donner plus que ce que la loi permet de donner. Donc aujourd'hui, la démarche que fait Madame Forjoux, qui est une démarche purement
politique. C'est pas un problème de gestion, c'est un problème politique, vous le savez très bien. Elle veut aujourd'hui peser plus, et monsieur Hermite s'engage pas, il dit j'ai moins de 500 habitants, mais je pèse lourd dans l'économie locale, donc je voudrais que ma représentation, elle soit pas à la population, qu'elle soit à l'économie que je représente. Je peux l'entendre. Moi, je l'entends. Oui, non, mais vous entendez tout, mais ça c'est bien. Mais moi, je peux l'entendre. Je peux l'entendre, mais en même temps, la loi, elle est ce qu'elle est. Et la loi, aujourd'hui, malgré les tergiversations, les discussions, les propositions des autres maires, elle est comme elle est. Donc aujourd'hui, la discussion et la commission qu'ils ont eue, c'est une commission purement politique, à savoir un courrier envoyé à l'AMF d'une part et aux députés d'autre part, pour pouvoir éventuellement modifier la loi. Point. On ne pèse rien dans cette affaire. Notre avis n'intéresse personne. Voilà. C'est pour ça, restons dans le cadre légal avec une représentativité à 37 élus comme elle est là, sans arrangements locaux qui déstabiliseraient la représentativité, parce que je pense pas que Val-des-Prés ait plus de poids économique que Montgenèvre, etc. Donc là, on a aujourd'hui une représentativité avec un représentant pour Montgenèvre, un représentant pour Val-des-Prés, etc., Névache, etc. Et je pense que ça me semble, dans le cadre légal, dans le cadre légal, tout à fait honnête et tout à fait normal. Je souhaite simplement laisser à nos collègues la possibilité d'ouverture qui est la nôtre, c'est-à-dire donner un poste de plus dans un cas, deux postes de plus dans un autre cas, pour bien montrer notre bonne volonté, c'est tout. Voilà. Après, que vous vouliez exclure les uns et les autres de toute possibilité d'eux, c'est votre problème. Hein. Non, je cherche l'équité, monsieur le maire. Oui, je cherche l'équité. Non, n'essayez pas de transvestir mes propos. Transvestir. Ah. Très bien. Monsieur Griska. Oui, merci. Écoutez, moi, si vous proposez la solution 1, 2, 3, au bas mot, ce sera une abstention, voire un vote contre, parce que je suis pas pour augmenter le nombre des élus. Déjà, je trouve que nos collectivités ont beaucoup trop de représentants, beaucoup trop. Un conseil municipal à 33 dans une ville de 10 000, pour moi, c'est énorme. La même chose pour et d'ailleurs, voilà, pas tout le monde est présent à chaque fois, donc et tout le mandat confondu, donc on voit bien l'intérêt très limité que ça a. Voilà, enfin, pour la Comcom, je voudrais juste dire quand même que Briançon est la ville-centre. Briançon paye pour tout le monde depuis bien longtemps, sur beaucoup d'équipements publics. Donc c'est pas pour donner un poste de plus à des communes qui profitent, et je mets ça entre guillemets, de Briançon. Je trouve que la représentation dans le cadre légal est largement suffisante. Et on n'est pas législateur, nous non plus. Voilà. Prennent en compte le poids économique. Voilà. Donc pour ça, ça n'a aucune signification de s'abstenir, mais pour ça, je trouve que ce serait logique, parce que entre un village dortoir et un village qui a un gros potentiel économique, je dirais, ils auraient 2 postes plutôt qu'1, je trouverais ça logique. Voilà. Aujourd'hui, quand même, à ce moment-là, si vous voulez, quand on fait de l'économique et qu'on veut que l'économique soit prédominant, il faut qu'il soit pour tout. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, les subventions du Conseil général, elles sont attribuées selon la population. Donc, vous avez vous savez tout, mais tout le monde ne sait pas. Oui, moins de 500 habitants, d'autres de 500 à 1000, et les pourcentages ne sont pas les mêmes. Sauf que les communes, comme Montgenèvre, par exemple, qui a moins de 500, prend le maximum par rapport à Val-des-Prés, dont vous parlez à l'instant, de ville dortoir, ça va leur faire plaisir. Mais si, attendez, il faut assumer. Hein. Pensez à qui?
Oui, oui, oh, bah, bien sûr. Vous l'avez pensé tellement fort. Bon, alors, bien, donc, Madame Valdener s'abstient ou elle vote contre? Elle s'abstient. Vous abstenez, d'accord. Très bien. Délibération suivante. Madame Nicole Guérin va nous parler de la bibliothèque médiathèque. Oui, merci Monsieur le maire. Alors il s'agit d'une délibération très proche d'une autre délibération que nous avions prise en 2018, puisqu'il s'agit d'un projet d'extension d'horaires s'intégrant au dispositif Ouvrir plus pour ouvrir mieux, qui a été instauré par le ministère de la Culture. Donc ce dispositif considère que ouvrir en répondant aux besoins de la population, à son rythme de vie, à ses conditions de travail, permet l'accès à tous des bibliothèques et des médiathèques. Et donc, de ce fait, l'élargissement des horaires d'ouverture donne droit à une subvention sur le personnel nécessaire pour l'élargissement de ces horaires d'ouverture. Donc en 2018, nous avions déjà bénéficié d'une subvention de 80% pour 5 années sur 2 postes. En passant de 23 heures, les horaires habituels, les horaires aujourd'hui d'ouverture de la bibliothèque Aristide Briand, pour une ouverture de 30 heures pour la nouvelle médiathèque. Alors la DRAC nous a proposé, on était donc passé de 5,8 ETP à 7,8 ETP. Ces recrutements sont faits et aujourd'hui, la DRAC, trouvant qu'on était un peu en dessous des normes, nous a proposé d'ouvrir 36 heures, donc de mettre davantage la médiathèque au service de la population et de nous subventionner encore 2 emplois, ce que bien sûr nous avons accepté. Le but de cette opération Ouvrir plus pour ouvrir mieux, coïncidant parfaitement avec les objectifs de notre politique de lecture publique. Voilà, donc cela porterait l'effectif à 9,8 ETP et non pas 10,8 comme il est écrit dans la délibération. Dans ces 10,8, nous avons compris l'archiviste, puisque la médiathèque est une médiathèque abritant un service d'archives. Voilà, donc pour préciser un petit peu ces problèmes d'effectifs. Le plan de financement est au dos de la délibération. La DRAC donne donc 80% des 221 280 € nécessaires au financement de ces 2 postes. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'extension d'horaire d'ouverture lors du passage de la bibliothèque à la médiathèque, de solliciter le versement d'une subvention de la DRAC PACA au taux le plus élevé possible en faveur de l'opération Ouvrir plus pour ouvrir mieux, et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des organismes et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de cette délibération. Madame Valdener. Bien sûr que je suis d'accord sur ces délibérations, mais je redirai une fois de plus que c'est quand même une erreur d'analyse financière d'avoir fait supporter à la ville de Briançon et à la ville seule, je veux dire, le financement de la médiathèque, sachant que c'est d'intérêt communautaire et que quand on n'aura plus les emplois aidés, ce sera les Briançonnais qui paieront la totalité et qu'on a eu de cesse, toutes municipalités confondues, d'arriver à mettre dans le giron communautaire, la MJC, le conservatoire, etc. Donc, je trouve que c'est pas tellement visionnaire. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on fera le même travail au niveau de la médiathèque, Bon. Voilà, donc faut pas avoir une vision de l'avenir aussi désespérée. Quant aux emplois, il y a eu quand même le ministère de la Culture a quand même fait des études que vous pouvez trouver sur tous les sites du ministère de la Culture et du CNL sur les problèmes de la lecture publique en France aujourd'hui, sur les retards que l'on avait. Et je pense que cette mesure qui soutient la lecture publique sera suivie de certaines autres, donc on pourra aussi profiter. Donc voilà, moi je suis assez
optimiste de ce point de vue-là parce que le bilan fait est intéressant et les politiques qui suivent aujourd'hui sont vraiment des politiques en faveur de la lecture publique et pour la reconnaissance de sa valeur en tant que vecteur de citoyenneté. On vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Fanny Bovetto va nous parler du tarif prestations scolaires au 1er septembre 2019 concernant une catégorie particulière. Oui. Merci, monsieur le maire. Oui, donc en fait, cette délibération pour qu'on puisse changer le tarif du repas hors délai. Quand nous sommes arrivés à la municipalité, j'ai souhaité qu'il y ait plus de souplesse dans la réservation des repas et que les familles, si elles étaient coincées le matin, avaient le pouvoir d'inscrire leurs enfants à la cantine le matin même. Inscrire le matin. Malheureusement, c'est devenu au fil du temps le mode d'inscription de beaucoup de familles. Et du coup, on a des soucis puisque les repas sont livrés à 7h du matin dans les cantines, dans les écoles satellites, les cantines satellites. Et que si jamais on a, par exemple, par école, 10 repas supplémentaires, eh bien, on est obligé soit de refaire livrer les repas à 11h du matin, soit des fois de se partager les repas. Donc c'est contraignant pour tout le monde, pour les services des affaires scolaires aussi, et puis également ça a été une demande des maîtres d'école puisque les ATSEM le matin doivent faire le tour de toutes les classes, savoir qui est en hors délai. Enfin c'est vraiment quand même compliqué. Donc tout ça pour vous dire qu'on garde quand même les 5 repas hors délai, mais on les met au tarif du prix de revient du repas pour que les familles puissent quand même encore inscrire leurs enfants au dernier moment, mais que symboliquement ce soit un prix quand même. Voilà. Il faut savoir aussi que on peut plutôt inscrire son enfant toute la semaine ou au mois et le désinscrire sans frais 48 heures à l'avance. Donc en fait, il vaut mieux faire ça plutôt que de l'inscrire au dernier moment. Voilà, c'est ce qu'on souhaite faire, puisque les repas sont produits un jour avant et que du coup, après, soit on jette les repas ou donc c'est assez compliqué. Donc à vouloir faire de la souplesse, eh ben on a créé, oui, des habitudes. Voilà, donc on vous demande, alors c'est valable pour le repas hors délai. Donc le repas hors délai, il est, je le vois plus, 8,22. À 8,22, voilà, c'est le coût d'un repas pour la collectivité. Et ainsi que on va faire de la même chose pour la réservation du périscolaire, de la garderie. Voilà. Parce que de la même façon, les parents n'inscrivent pas leurs enfants, ils sont pas là à la sortie de l'école, donc après on ne sait pas si on doit les garder ou pas. Enfin, c'est assez compliqué quand même pour la gestion des enfants. Et nous, on est responsable de la sécurité des enfants, et donc il faut qu'il y ait un peu plus de rigueur de la part des parents concernant l'inscription. Voilà. Madame Waldener. Oui. Non, juste Fanny, merci pour l'explication parce que ça me paraît très cartésien et c'est vrai qu'au premier regard, j'avais trouvé que c'était un peu cher et un peu pénalisant, mais je comprends très bien votre démarche et j'approuve. Ok, juste oui, pour les classes Ulysse, vous savez, donc on a 2 classes Ulysse qui sont sur la commune, et en fait tous les enfants des communes extérieures viennent dans ces classes Ulysse. Pour ces enfants-là, on ne met pas le tarif commune extérieure. Hein, on n'a pas changé de tarif, ils ont le tarif normal selon leur revenu, puisque eux n'ont pas le choix de venir à Briançon, à l'école. Tout le monde sait ce que sont les classes Ulysse, hein, c'est des classes qui sont réservées à des enfants en difficulté. Pas de questions? Donc je mets la délibération en voie, y a-t-il des votes contre?
Des abstentions, il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, baux et conventions, Monsieur Prorel. Ouais, merci Monsieur le maire. Depuis avril 2018, un programme de stage au centre hospitalier des Escartons a été mis en place pour des étudiants de l'université d'Haïti. Après en avoir délibéré, conventionné, etc., la ville de Briançon les héberge dans un logement de mi-chaussée. Par l'intermédiaire du professeur Joseph Cyprien de l'hôpital, les autorités haïtiennes ont fait part, le 10 juillet 2019, de leur souhait de reconduire ce partenariat qui arrivait à échéance le 30 juin 2019. Considérant que l'expérience ayant été positive, l'université haïtienne désire renouveler le partenariat avec la commune, le logement de 104 mètres carrés n'ayant pas vocation à être attribué peut être mis à la disposition du CHEB afin d'héberger les étudiants haïtiens. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions ci-dessus, d'approuver les termes de la convention entre le CHEB et la commune, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée, ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de cette délibération. Merci, Monsieur Prorel. Pas de questions, pas de remarques. Je mets les délibérations en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Enfin, Monsieur Jalad va nous parler de l'amicale du 159e, cher à son cœur. Merci, Monsieur le maire. Alors, attribution d'une subvention à l'amicale du 159e pour l'organisation de la fête de l'Edelweiss. Le 31 août, l'amicale organise, en partenariat avec Musique au Sommet, la 11e fête en hommage aux anciens du régiment de la Neige. Le coût de cette commémoration, etc., vous est expliqué dessous. Afin de soutenir l'amicale du 15-9 et de contribuer à cette manifestation, il apparaît opportun de leur octroyer une subvention d'un montant de 300 €. Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement, dit que les crédits sont inscrits au budget, d'autoriser Monsieur le maire, etc., etc. Tout va bien? Donc je mets la délibération au voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas, merci. Pour ceux qui n'ont pas pris de vacances, ma foi, qui vont les prendre, bonnes vacances. Pour les autres, bon courage. Et on se revoit le 25 septembre. Allez.